Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et l'Azerbaïdjan. Victoire 3-1 de l'équipe de France et un match qui pour moi a été sérieux et appliqué de l'équipe de France, au contraire du match face à l'Ukraine. Parce que certes, on gagne 4-0 face à l'Ukraine, mais pour moi, on gagne parce que l'équipe d'en face ne joue pas, refuse le jeu en première mi-temps face à l'Ukraine. L'Ukraine refuse complètement le jeu et du coup, ça s'empêche l'équipe de France de jouer, même si c'est à l'équipe de France de trouver ses solutions, évidemment. C'est à eux de les trouver. C'est à eux de les trouver. Et moi, je vais vous dire un truc, personnellement, moi j'ai du mal avec ce genre de match où t'es une mi-temps sur deux, encore une fois. Là, pour moi, on n'a pas joué une mi-temps sur deux parce qu'on a eu 15 minutes, 10-15 minutes de compliqué, on n'arrivait pas à avancer. Et à partir du moment où il y a eu l'égalisation de Jean-Philippe Mateta, à la 17e minute, ben, on a vu que l'équipe de France était beaucoup mieux, plus à l'aise dans le jeu et qui était plus conquérante. Et ça s'est vu sur le terrain. Et ça, ceux qui ont vu le match hier et ceux qui ont été sur le live, d'ailleurs, merci à vous pour vos retours pour le live d'hier. Merci à vous. J'espère pouvoir en faire d'autres un jour, mais quand, je ne sais pas. Mais ça dépendra bien évidemment du reste. Ça dépendra du reste pour le coup. Ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que on a une équipe de France qui est talentueuse, que ce soit chez les remplaçants ou chez les titulaires, mais il va falloir que les remplaçants aussi se permettre de briller un peu plus de temps en temps, ce serait pas mal aussi. Je pense que ce serait vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Mais vraiment, vraiment pas mal. Donc, les joueurs de l'équipe de France ont été notés. Je n'ai pas noté les joueurs de l'Azerbaïdjan parce que Mahamad Dilef, c'est une prestation très terne de sa part parce que très clairement, il aurait pu faire mieux. À la limite, on pourrait dire 3 sur 10. Badalov, pas ouf. Mustafa Zada, pas ouf non plus. Krivostiuk, pas ouf non plus. L'un des deux Aliyev, celui qui a la lettre G, il n'a pas été bon. Keboulaev a pas fait grand chose. Makhmoudov, il a rien fait du match. Les seuls joueurs qui ont été au niveau, c'était Dasmadirov, le passeur, sur le premier but, et Dadasov, qui pour moi ont une note de 7 sur 10 pour eux, si je devais éventuellement les noter. Le reste, Nouriev, l'autre Aliyev avec la lettre K, c'est zéro. Le reste, ça a été à jeter. Et je me demande comment les supporters azerbaïdjanais ne peuvent pas être en colère en voyant ça, je vous le dis. Je vous le dis bien gentiment. Donc, on va être rapide sur les notes. Parce que j'ai noté les joueurs hier à chaud. Mais c'est les notes que je voyais dans tous les cas. Pour moi, il n'y a que deux flops, entre guillemets, dans ce match-là. C'est Théo Hernandez et Hugo Ekitike. Même s'ils ont fait un match moyen, Théo Hernandez va falloir vraiment qu'il se réveille parce que moi, je commence à me demander s'il fallait vraiment qu'il parte en Arabie Saoudite. Enfin, jouer en Arabie Saoudite en tout cas. Pour moi, ça a été une immense bêtise. Parce que je pense qu'avec un top club comme au Paris Saint-Germain ou avec Guardiola ou avec un coach comme, je sais pas moi, par exemple, Xabi Alonso au Real Madrid, vu que le côté gauche du Real, pour moi, c'est un véritable désert, je pense qu'on peut avoir quelque chose de cohérent. On va pas se mentir. Et donc voilà.
Mais on va parler de Lucas Chevalier, à qui je mets, moi, 6 sur 10. J'allais dire 9. Moi, je lui mets 6 sur 10 parce que le peu de choses qu'il avait eu à faire, il les a bien faites. Oui, il aurait dû sortir sur le but marqué par l'Azerbaïdjan. Mais ce que les gens oublient, c'est que la frappe, déjà, elle arrive à bout portant. Donc, il peut pas... c'est pas Son Goku Ultra Instinct, hein. Faut arrêter avec ça. Faut vraiment arrêter. Oui, il a des débuts compliqués avec le Paris Saint-Germain, mais tous les gardiens du PSG depuis le début de l'RQIC en entre 2011 et 2012 ont tous eu des débuts compliqués. Sirigu a eu des débuts compliqués, je me rappelle des débuts de Sirigu avec le PSG, je me rappelle des débuts après de Kevin Trapp, ça a été compliqué. Il y a eu Gianluigi Buffon qui a eu des débuts compliqués aussi, même s'il est resté, je crois, une seule saison. Il y a eu des débuts compliqués avec Buffon. Il y a eu Kevin Trapp aussi, qui a eu des débuts compliqués. Navas, qui a eu des débuts compliqués. Donnarumma. Oubliez pas ce que les gens disaient sur Donnarumma, même si Donnarumma, il avait traîné son mal-être au PSG pendant longtemps. Pendant plusieurs saisons. Donc, Lucas Chevalier, faut pas le juger sur ce match-là. En tout cas, en équipe de France. Parce que oui, on peut le juger sur son niveau réel au Paris Saint-Germain. Mais attendez, quand vous allez voir, je vais vous le dire, hein, je me souviens pas si je l'ai dit hier, mais je vous le dis maintenant. Croyez-moi que si Lucas Chevalier, en admettant que Maignan il se blesse pendant la Coupe du Monde, et qu'on ait Lucas Chevalier, je peux vous garantir que si Lucas Chevalier, on joue l'Argentine ou l'Espagne, et qu'on va, admettons qu'on aille en finale et qu'on joue l'Espagne ou l'Argentine, et qu'à lui seul, il nous fait des arrêts de fou et il nous permet de gagner la Coupe du Monde. Vous allez dire quoi de Lucas Chevalier? Ah, mais c'est un monstre, il est meilleur que Maignan, il est machin. Eh, c'est bon. Dosez un petit peu, les gars, dosez. Dosez. Et même, je vais même vous dire plus loin, je vais même aller plus loin que ça, c'est que s'il vous fait gagner la Ligue des Champions comme il vous a fait gagner, comme il a fait gagner le Paris Saint-Germain, la Super Coupe d'Europe, parce que s'il est pas là, Lucas Chevalier, vous la gagnez pas, la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Vous la gagnez pas. Venez pas dire que vous allez la gagner, la Super Coupe d'Europe. Soyez un peu sérieux. Donc moi, je vais pas tirer à balles réelles sur Lucas Chevalier. Pour moi, il a fait son match. Pour moi, il n'est pas aidé par sa défense parce que pour ceux qui revoient l'action du match, sur l'action au bout de 3-4 minutes où au bout de 4 minutes où on prend ce but, déjà Malo Gusto, il voit pas le joueur partir dans son dos, donc déjà il prend même pas d'informations au moment où il s'apprête, où il voit la passe du joueur azerbaïdjanais se mettre en place. Konaté, il va pas vers la balle. Alors Lucas Chevalier doit aussi le faire, mais Konaté doit aussi prendre l'information. Donc c'est aussi une erreur de défense d'Ibrahima Konaté. Et celui qui est au marquage de buteur d'Adassov, il doit aussi être plus intelligent que ça. Parce que il sait qu'il peut pas faire faute. Il doit être plus intelligent que ça. C'est notre défense qui a été légèrement un peu en dessous pendant 15 minutes. Après, ça a été un peu mieux. Théo Hernandez a fait une meilleure deuxième mi-temps et honnêtement a bien fini sa deuxième. Mais malgré tout, c'est 5 sur 10. Par exemple, pour Théo Hernandez, c'est 5 sur 10. Théo Hernandez, va falloir qu'il se réveille, les gars, aussi. Donc, au-delà du cas de Chevalier, il y a aussi Théo Hernandez dont il faut ouvrir le dossier en équipe de France aussi. Faut se poser les questions aussi. Parce que si même notre côté gauche commence à être un immense désert, je vous le dis, si notre côté gauche commence à être un désert en équipe de France, je vous le dis, on passe pas les poules de la Coupe du Monde. Je vous le dis bien gentiment. Et petite parenthèse avant de parler de Lucas Hernandez et de son match. Juste après cette vidéo, il y aura la review des épisodes 67 et 68 de Yu-Gi-Oh! GX. Bien évidemment. Enfin, oui et non, parce que c'est pas sûr que je continue les reviews de GX parce que je commence un petit peu à me lasser de Yu-Gi-Oh! GX, hein, pour être honnête. Donc voilà.
Donc je pense pas finalement que je ferai la review de G. Je pense que je vais m'arrêter. Je suis vraiment désolé pour ça. Je vais m'arrêter parce qu'en fait, pas pour les reviews de manière générale, mais Yu-Gi-Oh! GX, la saison 2, c'est vraiment mi-tiers. Il y a plein d'épisodes après l'épisode 68 qui sont 67 et 68 qui sont mi-tiers. Le début de saison 3 est pas fou. La deuxième partie de saison 3 est un peu mieux, mais c'est pas exceptionnel. La seule saison qui vaut le coup pour moi, c'est celle des, c'est celle des Cavaliers de l'Ombre. Et c'est la saison 1 avec les Cavaliers de l'Ombre et la dernière partie de saison 3 quand Jaden il devient l'ultime souverain. Mais à part ça, c'est pas ouf quoi. Même si je trouve que c'est malgré tout que c'est ma génération préférée Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5D, c'est quand même un peu au-dessus, hein, faut être honnête. Hein, c'est un peu au-dessus. Bon, la parenthèse est maintenant refermée. On va parler de Lucas Hernandez. Moi, je trouve que Lucas Hernandez, les dernières prestations, c'était souvent en demi-teinte quand il venait. Même si la plupart du temps, soit il était venu, il venait, il n'était pas à 100% et tout ça. Je trouve que là, depuis un moment, même avec le Paris Saint-Germain, il fait d'excellents matchs. Donc là, il n'a pas été exceptionnel, mais là, pour moi, il a fait un très bon match. Il a fait un vrai bon match, Lucas Hernandez, défensivement. Konaté, pareil, pour moi, c'est toujours taille patron avec les Bleus. Il revient bien depuis sa dernière prestation en demi-teinte, Konaté. Malo Gusto a mal commencé les 15 premières minutes. Après, ça a été très solide. Ça a été très solide, Malo Gusto. Kefren Turam, j'ai bien aimé son match aussi. 8 sur 10 pour Kefren Turam. Et j'avais oublié, Malo Gusto, c'est 7 sur 10. Warren Zaïre-Emery, c'est comme Lucas Hernandez. Il revient bien. Warren Zaïre-Emery a repris confiance et ça fait plaisir, pour être honnête. Donc bravo à lui. Magné Sakliou, donc 8 sur 10 pour Warren Zaïre-Emery. 8 sur 10 pour Akliouche parce que même s'il fait un bon match, j'ai trouvé jusqu'à ce qu'il sorte, il commençait à être un petit peu fatigué. Donc je l'ai trouvé un peu plus discret sur les dernières minutes qu'il fait avant sa sortie. Christopher Nkunku, pour moi, il fait son match, il a été bon, il a été très bon. Pas exceptionnel, mais il a été très bon. J'ai bien aimé le match de Nkunku, il s'est proposé, il a essayé de faire jouer ses partenaires, il a été bon. Hugo Ekitike, pour moi, ça reste un flop, mais pour moi, il doit pas être titulaire. Il n'a pas le niveau pour être un titulaire en équipe de France. Jean-Philippe Mateta, donc 5 sur 10 pour Ekitike. Et pour Jean-Philippe Mateta, pour moi, c'est l'homme du match côté... peu importe ce que vous pouvez dire, pour moi, c'est lui l'homme du match côté équipe de France. Parce que il a pesé jusqu'à ce que Mateta sorte. Il a pesé sur la défense azerbaïdjanaise. Il a créé des espaces. Il a créé des espaces de par son positionnement. Il a eu des situations de frappe. Il a essayé de jouer avec les autres aussi, par moments quand il était servi. En plus, il met un très joli but de la tête. Il marque ses 2 premiers buts en 3 matchs avec en 3 sélections avec les Bleus. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour un joueur de cet acabit qui est venu très très tard en équipe de France. Donc j'espère que ça continuera avec Jean-Philippe Mateta. Si je devais désigner à mes yeux les perdants et les gagnants, les grands gagnants et les grands perdants je vais désigner 2 gagnants et 2 perdants, 3 gagnants et 1 perdant de ce rassemblement. Pour moi, le grand perdant, c'est Théo Hernandez. Parce que s'il continue comme ça, je doute qu'il aille à la Coupe du Monde. Je vous le dis bien gentiment. Ensuite, l'autre perdant, pour moi, à la limite, ce serait éventuellement Nkunku. Même s'il fait un bon match, je pense que Nkunku ne sera pas de la partie malgré tout pour la Coupe du Monde, parce qu'il faut savoir que avant ce bon match-là, Nkunku, les dernières prestations n'ont pas été très 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 bonnes de Christopher Nkunku, donc elles n'ont pas été totalement satisfaisantes, donc il y avait beaucoup plus de déchets maintenant que sur ce match-là.
Donc voilà. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve du coup mercredi pour la... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve du coup mercredi pour la suite, enfin pour la dernière partie de Ruby Omega où on fera... alors est-ce que je pourrais en faire un long live carrément en un seul épisode? Je ne sais pas parce que le post-game, bien qu'il soit excellent, est quand même assez court. Donc je me dis que même si ça fait que 7 épisodes, on peut éventuellement faire un dernier épisode de Pokémon Ruby Omega mercredi. Moi je suis pas contre de faire ça en un seul et unique gros live pour le post-game. Et puis on verra derrière ce qu'on fera. Je verrai derrière ce que je ferai évidemment. Voilà. En sachant que du coup, bah, si je fais ça, il y aura pas deux épisodes de de Pokémon Y et tout ça. Enfin, Pokémon Y, on ferait le mercredi et le dimanche. Et le samedi, il y aurait Pokémon Soleil. On commencerait Pokémon Soleil samedi qui arrive là, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement. Donc, c'est-à-dire demain pour le dernier épisode de Pokémon Ruby Omega, entre 15h30 et 17h. Samedi et dimanche à 17h, samedi et dimanche entre 17h et 18h30, nous ferons, voire potentiellement 19h selon ce que je pourrais faire. Il y aura Pokémon, il y aura la suite de Pokémon Y dimanche et il y aura le premier épisode de Pokémon Soleil. C'est un samedi qui arrive. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 62 abonnés des 400, pardon. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires, vidéo et live compris. Je rappelle également, partager le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, TikTok, Instagram, Twitch et Kik. Partagez le lien, comme je l'ai dit, sur ces 5 réseaux sociaux que j'ai cités. Et ensuite, mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans ce débrief. Et je vous retrouve très prochainement. Je sais pas si je reprendrai un jour les reviews sur Yu-Gi-Oh! GX parce que malheureusement, les retombées sur les reviews ne sont malheureusement pas bonnes. Je vais regarder la saison 4 dans pas longtemps. Là, je vais regarder la saison 4 et je ferai un bilan global, plutôt un bilan global de Yu-Gi-Oh! GX euh, pour, euh, pour être sûr d'arriver à quelque chose de cohérent. Voilà, donc c'est tout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Dinoraptor pour ce débrief. Et en attendant, à bientôt et allez les bleus.